Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve déjà pour le 52e Over the Results. Celui-ci est consacré à Vengeance Night of Champions 2007. Bon, eh bien, on continue l'année 2007. Si on ne compte pas celui-là qui est, on va dire, qui est déjà passé, il m'en manque 4. Et dans ces 4, il me manque 3 pay-per-view majeurs. Donc, il me manque le Royal Rumble, SummerSlam, les Survivor Series. Et comme dernier pay-per-view mineur, c'est le dernier de l'année, c'est Armageddon 2007. Donc on peut dire que c'est l'avant-dernier pay-per-view mineur que j'analyse. Et mon Dieu, je pense il va rejoindre les pay-per-view 2007 comme Unforgiven, Judgment Day et No Way Out que j'avais noté à 6. Donc est-ce que j'ai noté mieux que No Way Out ou est-ce qu'il a la palme des pires pay-per-view de l'année et même jamais analysé sur la chaîne? Il faut savoir que No Way Out 2007, j'avais noté à 6 sur 10 et que je mets jamais en dessous de 6. Donc on verra s'il a battu le meilleur record ever sur la chaîne. Bref, il y a eu 9 matchs pour 2h40, donc je reviendrai plus tard. Tous les titres étaient en jeu pour la première fois à la WWE. Et 2h40 pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su arriver aux 3 heures de show, de pay-per-view. Donc 9 matchs, 2h40, c'est pas énorme. Donc je vais vous dire déjà d'avance qu'il n'y a que 2 matchs qui durent plus de 10 minutes, dont le main event, qui est un match à 5 qui dure 10 minutes 30. Donc oui, déjà ça met directement la note du pay-per-view que j'ai vraiment détesté, je vous le dis dès le début. Il n'y a que 2 matchs sur 9 que j'ai noté à plus de 6,5. Donc je pense que vous comprenez ma frustration. Bref, sans plus tarder, on va commencer avec le premier match. Les Hardys affrontaient Cade et Murdoch, donc les champions par équipe du monde, pardon, donc qui étaient Cade et Murdoch. Alors, encore une fois, je regarde là, c'est parce qu'il y a mes notes, donc j'ai mis que ça devait être au moins le 5e match entre ces deux équipes de l'année. Ça commence un peu à me saouler, donc il n'est pas mauvais. Franchement, je vous le dis direct, il n'est pas mauvais, mais il est comme tous les autres. Je pense d'ailleurs que c'est le dernier entre eux. Il me semble que on avait eu juste une petite parenthèse avec, il me semble, la One Night Stand. Alors là, je suis plus du tout sûr. Il faut savoir que je trouve de cette vidéo, on est début avril, vous devrez la voir, je pense, mi-juillet. Mais il me semble qu'à One Night Stand, il y avait eu Cade et Murdoch contre Kendrick et London, et ça a dû être la seule parenthèse dans la rivalité Hardys contre Cade et Murdoch. C'est pas suffisant pour moi, c'est des copier-coller. C'est pas mauvais, mais c'est toujours la même chose. Hormis que cette fois-ci, Cade et Murdoch avant le match, assument pleinement le rôle de heel et ce sont eux qui défendent les titres pour une fois. Donc sinon, c'est tout le temps la même chose. Le match a un faux rythme incroyable. Je pense même que c'est peut-être une des pires confrontations de ces deux équipes. Même si ça reste globalement potable, surtout au vu du show et de ce qui va arriver par la suite. J'ai mis que Cade et Murdoch étaient toujours autant brutaux dans la façon de porter leur prise. Et que cette fois-ci, c'était les Hardys qui étaient un peu absents pour ce match. Les vainqueurs sont Cade et Murdoch, qui conservent leur titre par équipe. Et j'ai mis la note de 6,5 sur 10 pour ce match-là. J'étais dégoûté, mais en voyant la suite, c'est une très bonne note. Deuxième match, Chavo Guerrero défendait son titre Cruiserweight contre Jimmy Wang Yang. J'ai mis que c'était un match très plaisant, j'ai beaucoup aimé, mais le match est beaucoup trop court. Les deux hommes n'ont même pas en fait le temps de tout donner dans ce match-là parce que le match a dû durer quoi, 6 minutes à tout casser. J'ai pas regardé sur Wikipédia après coup, mais c'est de loin pas assez. Ce qui est intéressant quand même, on peut imaginer rajouter 5, voire même 10 minutes, enfin peut-être pas 10 minutes, mais en tout cas 5-6 bonnes minutes de plus à ce match-là et faire confronter le côté voltigeur de Jimmy Wang Yang au côté un peu bourrin de Chavo Guerrero, même s'il n'est pas tant bourrin que ça. Il est très vif, très rapide, il a quand même de l'impact, enfin, il donne de l'impact dans ses prises. Donc j'ai trouvé ce match quand même très intéressant malgré le fait qu'il soit très court. Il faut mettre en avant les sauts de Jimmy Wang Yang, notamment celui à l'extérieur sur Chavo Guerrero. Ça fait plaisir, j'aimais pas vraiment ce catcheur à l'époque, mais je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme. Je veux dire, le japonais texan, pour moi, ouais, bof quoi. Ça me plaît pas trop, mais au niveau du catch, il n'y a rien à dire. Jimmy Wang Yang, tout comme Chavo Guerrero, ce sont deux lutteurs que j'apprécie, et notamment pour la division Cruiserweight. C'est pour ça que là aussi, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. J'aurais peut-être pu mettre plus en voyant le reste. Et j'ai marqué que Chavo Guerrero conservait donc son titre pour la dernière fois en pay-per-view. C'était la dernière fois, si je ne me trompe pas, que le titre Cruiserweight a été conservé dans un pay-per-view, étant donné qu'Hornswoggle le remportera à The Great American Bash 2007, qui est le pay-per-view suivant que je vous ai déjà analysé sur la chaîne, et qu'après il va être retiré de la WWE. Donc voilà, 6,5 sur 10 pour ce match-là. Ensuite, j'aimerais juste revenir sur un petit point, c'est la voiture de Vince McMahon, la limousine qui
qui explose. Alors ça arrive pas au pay-per-view, mais ils reviennent sur ça un peu tout au long du show. Il faut savoir que cette gimmick, donc Vince McMahon qui est peut-être mort, on ne sait pas trop. Ils avaient même annoncé à Raw une espèce un Raw commémoratif pour se souvenir de Vince McMahon. Donc il était certainement fait passer pour décédé. Et en fait, ironie de la chose, sale ironie quand même, mais quelques heures après le show, on apprenait la mort de Chris Benoit. Donc Vince McMahon avait présenté dans une arena vide le Raw où il présentait Chris Benoit et les meilleurs moments de sa carrière. Donc le kayfabe a dû être annulé et en fait Vince McMahon était donc revenu. Et la gimmick et toute cette storyline avait été abandonnée. Mais j'aimerais juste revenir quand même parce qu'il y avait eu des suspects, il y avait même une liste, un sondage sur www.com qui nous demandait qui, selon nous, on pensait qui était derrière cette explosion en fait. Et dites-moi si vous en souvenez, ça date de 2007, ça fait 9 ans. Mais il me semble que c'était Linda McMahon, donc la femme de Vince McMahon. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez... Je pense pas que vous avez les rumeurs et la news même là sous les yeux, mais si vous avez plus de détails par rapport à cette news, n'hésitez pas à me la donner. Troisième match, CM Punk contre Johnny Nitro, donc qui remplaçait Chris Benoit parce qu'il était absent, il donnait plus de nouvelles à ce moment-là, donc Johnny Nitro l'avait remplacé pour couronner donc un nouveau champion de la ECW suite au titre qui avait été rendu vacant, donc Bobby Lashley avait dû le rendre, je crois à cause d'un draft à Raw si je me souviens bien. Donc j'ai mis c'est quoi ce match sérieusement. On a CM Punk et Johnny Nitro qui sont deux grands lutteurs, j'avais beaucoup d'attentes. Et en fait ce match est juste nul. Ça me rappelle le CM Punk contre Elijah Burke. Je sais plus quand c'était non c'était pas Cyber Sunday, il était déjà champion de la ICW. CM Punk je sais plus de quand ça date. Pour tout vous dire si vous avez... je me demande même si c'est pas Backlash, je sais plus. Je peux plus du tout vous dire. Mais dans tous les cas, ce match m'a beaucoup déçu. J'ai mis un public éteint, des prises pas ouf, un rythme cassé, un finish pourri, un Punk qui se blesse sur le finish. C'est dégueulasse. Johnny Nitro qui fait son... non, Starship Pain, c'était autre chose. Je sais plus, c'était sa prise qui ressemble un petit peu au Crossroads de Cody Rhodes ou Stardust actuellement. Donc, mais il l'avait fait depuis les cordes en fait. Et même le public n'avait pas compris que c'était sa prise de finition. Le match est terminé, personne n'avait compris que Johnny Nitro avait remporté le titre. Voilà, c'est juste un match à oublier. J'ai juste mis à noter les We Want Benoit du public. C'est après coup, ben voilà, forcément ça remonte un peu des souvenirs. Et concernant la note du match, je suis peut-être sévère, mais j'ai mis la note de 4 sur 10. Dernière chose pour ce match-là, est-ce que vous savez, encore une fois, si vous avez des détails, si à la base c'était Chris Benoit qui devait remporter ce titre de la ICW? Si vous savez, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Quatrième match, Santino Marella contre Umaga. On continue sur les mauvaises notes, donc on est bien parti, ça va de pire en pire, et là, on atteint vraiment le summum. J'ai mis le match se termine sur une disqualification après 2 minutes 30 de match, c'est-à-dire que Umaga, il va taper Santino Marella qui est assis dans un des coins du ring, il va le taper, l'arbitre va compter, et Umaga ne comprend pas et il continue. Ouais, voilà, c'est une catastrophe, hein. Je vous dirais que je comprends pas vraiment, ou en fait je sais pas à quel moment ils ont écrit le show en fait. Est-ce qu'ils étaient tous bourrés pour faire un show aussi foireux, aussi pourri que ça? On a eu l'impression que le terme Night of Champions, où tous les champions devaient défendre leur ceinture, on a l'impression que c'est un handicap. Faut tous les mettre, mais peu importe comme ça finit, tant que tous les champions défendent leur titre. Heureusement que c'est pas comme ça dans les futures éditions de Night of Champions. Même si 2014 j'avais quand même bien critiqué. J'ai mis les seuls points positifs à noter, c'est le selling de Santino Marella qui m'impressionne énormément quand même. Alors certes il n'a pas montré beaucoup, mais sa gimmick était totalement différente que ce qu'on connaît par la suite de lui. Et ça me plaît beaucoup. Le mec qui se fait dominer et qui vend les prises admirablement bien je trouve. Et puis bien sûr l'après-match où on voit Umaga s'acharner sur Santino Marella. Sinon ce match sert à rien, c'est pour ça que j'ai mis la note de 3,5 sur 10. Ah, ensuite, 5e match, mes deux lutteurs préférés. MVP défend son titre des États-Unis contre Ric Flair. Quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit, waouh! Est-ce que je m'attends à quelque chose ou est-ce que je pleure tout de suite en fait? Il faut savoir que je pense que ce sont les deux lutteurs que je déteste le plus, toute génération confondue à la WWE, que je connais en tout cas. Même Kali, pour moi, j'ai une plus haute estime pour lui que ces deux lutteurs-là. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont bien mis en haut dans ma tête, dans mon cerveau. J'ai mis que le match était vraiment décevant entre les deux lutteurs que je déteste énormément. J'ai marqué que le rythme était exécrable, vraiment pourri. Les soumissions sont très mal vendues. Et j'ai mis, que dire de plus, le match dure moins de 10 minutes.
mais j'ai marqué, je crois qu'il dure 8 minutes. Et pour moi, c'est 8 minutes de trop. Et encore une fois, on enlève 8 minutes et on rajoute 25 minutes au main event, et moi, ça me va parfaitement. Voilà, j'ai rien à dire pour ce match-là. J'ai mis le show continu vraiment minablement. J'ai fait un petit effort quand même. J'ai mis la note de 5,5 sur 10. Mais franchement, je mets 3 et c'est le même prix. Ensuite, 6ème match, Deuce et Domino défendaient leur titre par équipe de la WWE cette fois dans un Open Challenge match. Et comment dire en fait que jusque-là tout va bien et que les deux superstars qui viennent sont le Sergent Slaughter et Jimmy Snuka. Alors, j'ai rien contre eux. Mais quand on voit le match, encore une fois, je me demande, est-ce que c'est une blague en fait? Parce que il y a énormément de botches. Alors le Sergent Slaughter, il fait des botches, ça va, c'est encore assez minime. Mais Jimmy Snuka, qui doit passer entre les jambes de Domino lorsqu'il saute, vous savez quand ils font des allers-retours entre les cordes, et qu'en fait, Domino saute 10 fois trop avant parce que Jimmy Snuka n'arrive pas à courir. Je me demande en fait, qu'est-ce qu'il fout dans ce match-là? Le match, c'est une hécatombe, il n'y a rien de bon. Il y a juste une symbolique. Il faut savoir que Deuce, c'est celui qui est devenu Sim Snuka dans la Legacy, vous savez, avec Manu, Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. et Randy Orton. Et Sim Snuka, Sim Snuka et Jimmy Snuka, c'est de la même famille. Il faut savoir que Deuce, c'est le fils adoptif de Jimmy Snuka, et qui sont dans deux équipes opposées en fait. Le fils est champion, le père est une légende qui revient et qui lutte très très mal, mais bon, ça c'est autre chose. C'est normal, c'est aussi la vieillesse. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que c'est Deuce qui fait le tombé sur Jimmy Snuka pour conserver les titres par équipe. Je ne l'ai pas précisé pour les autres matchs. Pour Santino Marella, oui, qui conserve donc son titre après une disqualification. Et c'est MVP qui a conservé son titre contre Ric Flair. Voilà, petite parenthèse à part. Et là donc c'est Deuce et Domino qui conservent encore une fois. On n'a pas de nouveau champion, enfin quelqu'un qui perd son titre pour le moment, étant donné que CM Punk n'était pas champion lorsqu'il a perdu le match contre Johnny Nitro. Bon bref, mis à part le côté symbolique du match, il n'y a pas grand chose. Le match encore une fois dure pas très longtemps, plus longtemps que les autres, je crois quand même 8-9 minutes. Victoire des Hills. Concernant la note du match, j'ai mis la note de 3 sur 10 parce que c'est vraiment une catastrophe. Aussi, Deuce est le frère, donc adopté par adoption, si on peut dire ça comme ça, de Tamina et le cousin de Roman Reigns et du Rock. Quand on voit le parcours de Deuce à la WWE, on se dit que oui, les liens du sang ça compte beaucoup. On voit Roman Reigns au top actuellement. C'est pas le cas pour tout le monde, les gars. Hein. Ensuite, la pépite du pay-per-view. Enfin un bon match. Edge défend son titre de poids lourd contre Batista dans un last chance match, je vais y arriver, pour Batista. Donc si Batista perd ce match, eh bien tout simplement, il n'aura plus jamais de chance pour le titre poids lourd tant que Edge est champion. Voilà, j'ai marqué, voilà un bon match. Le show commence véritablement, il manque 1 heure de show, tout va bien. Les 2 premières heures, tu les fous de côté, tu les fous à la poubelle, tu perds rien, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun, ouais, je veux dire, c'est pas une grande perte, quoi. Donc on a souvenir de la très bonne rivalité entre Undertaker et Batista pour le titre poids lourd. Et je dirais que ce match-là, entre Edge et Batista, met cette rivalité pour le titre poids lourd, je répète encore une fois, en 2e place, parce que ça fait plaisir. Plein de suspense, beaucoup de frayeur aussi, je reviendrai plus tard. Et puis on a un côté Batista, bon, j'aime pas beaucoup, il est très bourrin, j'aime pas beaucoup, c'est plus un défaut qu'autre chose. On a d'un côté un Batista qui se fait dominer tout le match, je crois que j'ai jamais vu Batista être autant malmené que ça. Et d'un autre côté, c'est une très bonne surprise, on a Edge qui fait pas forcément son fuyard, son lâche, qui a un catch, une manière de catcher très très classique en fait. Et ça me plaît énormément parce qu'il reprend toutes les bonnes bases du catch. Et franchement, j'ai jamais vu Edge catcher comme ça. C'est un très bon catcheur. Mais là, en tout cas à moi, il m'a montré un registre totalement différent de ce qu'il a l'habitude de nous montrer. C'est pas vraiment un heel en fait. Et moi, personnellement, ça m'a fait énormément plaisir. Le match est très bien construit, contrairement à tous ceux qui précèdent celui-là. C'est un véritable bonheur de voir ce match-là après les autres. J'ai mis la note de 9 sur 10, alors pourquoi? Il faut savoir que je crois que Batista voulait enchaîner, donc finir avec une Batista bombe. Et Edge, en fait, la contre, il lui fait un Shero Shot, donc un coup dans les parties intimes de Batista. Et quoi, disqualification. J'étais là, vous foutez de ma gueule. Après un match de cette qualité-là, et après ce qui suit, vous ne pouvez pas finir ce match pour disqualification. Pour un last chance match, c'est dégueulasse. Et finalement, Theodore Long revient. Parce que oui, forcément, Edge conserve après une disqualification, c'est normal. Theodore Long intervient et dit non, non, le match recommence. Et donc, je suis, ouais, trop bien. Batista, on croit qu'il va gagner. Edge revient, ensuite ça se déroule à l'extérieur du ring, et Batista porte une Batista bombe à l'extérieur du ring sur Edge. Alors là, 2 choses, je vais déjà expliquer comment se déroule la suite. Batista va prendre difficilement Edge et le ramener sur le ring,
Et quand il veut monter, quand il monte sur le tablier, l'arbitre compte 10. Donc victoire de Edge par décompte à l'extérieur. Donc, deux choses. Premièrement, vous allez me dire que vous avez commencé le match pour faire un décompte à l'extérieur pour la deuxième fin du match. Donc la première c'était une disqualification. What the fuck? Je veux bien comprendre que Batista ne devrait pas être décrédibilisé par rapport à ça. Mais c'est ça qui a fait couler la note de 10 à 9 pour moi. C'est la note finale de ce match-là, 9 sur 10, parce que c'est des sortes de montagnes russes. La fin, c'est des montagnes russes, pardon, avec le suspense et avec les futurs, enfin avec les fins, plus l'intervention de Theodore Long. Voilà, c'est le yo-yo émotionnel, on va dire. Et d'un autre côté, vous allez nous faire croire que Batista est aussi con pour remettre Edge sur le ring et se dépêcher de remonter, plutôt que avant de remettre Edge sur le ring, il aurait pu aller sur le ring et redescendre, et ça aurait réinitialisé le compte. Donc en fait, ok, ils n'ont pas voulu décrédibiliser Batista du point de vue physique, mais d'un autre côté, ils le font vraiment passer pour un mongol, quoi. Je veux dire, le mec, il est teubé, c'est pas possible autrement. J'apprécie pas cette construction de match. La fin, pour moi, elle est foireuse et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. C'est peut-être cher payé, mais franchement, c'est un petit coup de cœur. C'est pas grand-chose, mais avec tout ce qu'il y a avant, je veux dire, c'est comme si vous me montrez toutes des femmes moches ou qui me plaisent pas, et que vous me montrez une femme moyenne, je vais... Physiquement, hein, je compte pas à l'intérieur, hein, je vais pas faire un débat par rapport à ça. Mais c'est comme si vous me montrez toutes des femmes qui me plaisent pas, d'un coup il y a une moyenne, bof. Ben, pour moi, je tombe amoureux, quoi. C'est exactement ça. La WWE nous a offert des matchs de merde, puis là on a un match quand même qui est correct. Donc oui, je suis amoureux et pour moi c'est une petite pépite quand même au vu du pay-per-view. Voilà, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on passe sur une autre mauvaise nouvelle. Melina défendait son titre féminin contre Candice Michelle. Et voilà. Est-ce que je fais des commentaires sur ce match-là? J'ai mis match détestable, et surtout à cause de Candice Michelle. Cette fois-ci, c'est définitif. J'en suis sûr, elle ne sait pas lutter. Ok, c'était une danseuse avant, mais Candice Michelle a remporté le match au bout de 4 minutes de match. Déjà, ça décrédibilise Melina. Je le répète, plus je vois les matchs de Melina, et plus j'apprécie cette femme et son côté sauvage. Et là... Vous vous plaignez pas, même pour moi, je vais arrêter de me plaindre des matchs féminins avec Charlotte en ce moment, parce que c'est des perles à côté de ça. Hein. Candice Michelle, c'est une catastrophe. Pour moi, je déteste les 4 minutes. Il y a juste un bon rythme, quoi, et c'est amené par Melina. Victoire de Candice Michelle à mon plus grand désarroi. Heureusement que c'est pas la championne actuelle, hein, parce que franchement, ça me dégoûterait encore plus que Charlotte. J'ai mis la note de 4 sur 10. Et enfin, dernier match qui comptait donc pour le titre de la WWE. John Cena défendait son titre contre 4 hommes qui étaient Randy Orton, Mick Foley, Booker T et Bobby Lashley. Randy Orton, Mick Foley, Booker T, Bobby Lashley, c'est ça. Donc j'ai mis que c'était un bordel sans nom. Il n'y a aucune construction dans ce match-là. Mais bordel, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pardon, qu'il y ait une construction ou pas. C'est le chaos. Et c'est un chaos qui est tout petit peu organisé, fluide quand même. Vous voyez, c'est une sorte de... Vous voyez mes cheveux là maintenant, on dirait que c'est bien fait, alors qu'en fait j'ai juste foutu ma main dans mes cheveux. C'est une sorte de négligé travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près la même chose. On s'en fout de ce match-là, vous faites ce que vous voulez, mais il y a un semblant de cohérence. Voilà, c'est un peu les directives qui ont été données. Ça passe très très bien. Comparé au reste du pay-per-view, c'est parfait pour moi, j'en demande pas énormément. Donc j'ai marqué Bobby Lashley était totalement absent de ce match-là, c'est un des gros défauts pour moi. Orton toujours aussi bon dans sa folie. J'ai marqué que Cena était très très présent et ça a fait plaisir à voir. Et j'ai marqué que Foley et Booker T un petit peu moins, mais ils étaient là et ils ont fait quand même plaisir à voir. Jusque là vous allez me dire tout va bien. Or je vous l'ai dit avant, le match dure 10 minutes 30, il finit 10 minutes et 30 secondes et il finit 20 minutes avant la fin du show. Initial, ça doit durer 3 heures, ça doit durer 2h40. Pourquoi mettre 10 minutes? Est-ce qu'il y a eu une blessure, et que ça a dû forcer la fin du match? Mais dans tous les cas, 10 minutes 30, c'est pas suffisant et ça m'a déçu. Et je pense que c'est le seul défaut de ce match-là, je baisse de 1,5 point quand même. Donc la note finale est de 8,5 sur 10. Et il faut savoir qu'après une sorte de un moment finisher, où chacun porte sa prise de finition sur d'autres, je vais notamment mettre sur ce stade-là du match le bun kick de Orton sur Mick Foley. Finalement, Cena va apporter un FU, un Attitude Adjustment sur Mick Foley et conserver son titre. Ça m'avait fait rager à l'époque, je m'en souviens très très bien, c'était horrible. Mais John Cena donc conserve son titre encore une fois. Et à part le Rumble et SummerSlam, on verra plus Cena qui est champion de la WWE dans un pay-per-view en 2007.
Vivement que ce soit fait parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à m'agacer. Le marathon Cena est bientôt terminé. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 9, on atteint la magnifique note de, attention, roulement de tambour, le record 5,6 sur 10, oui. J'ai toujours dit que je ne mettrais jamais en dessous de 6 sur 10, parce que tout ce qui est en dessous pour moi c'est médiocre et carrément à supprimer de la liste de tous les pay-per-view de la WWE, un peu comme le Kogan, vous voyez en ce moment, ou Chris Benoit. Ben, ce pay-per-view là, il faut le tracer, il faut l'oublier. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire en 2007 que Judgment Day, Unforgiven et No Way Out. Finalement, si, et de très très loin, parce que pour moi, c'est une très très grande déception. Quand on voit la carte, il y avait quand même du potentiel, bordel de merde. Surtout par rapport au main event, où je suis quand même pas mal frustré, même si la note est plutôt bonne. Je suis très déçu, et 5,6 sur 10, c'est une catastrophe. Pour certains, je pense principalement à Vice, qui met des fois des 5,6 sur 10. Ça peut ne pas choquer, mais faites un peu la même chose en fait. Ça doit être, j'ai pas le terme, proportionné, voilà. Faites les notes, la proportionnalité des notes. Si moi je mets 5,6, pour Vice c'est comme s'il mettait un 3 quoi, pour un pay-per-view. Peut-être pas un 3 mais un 4 quoi. C'est très rare et j'espère ne plus jamais voir de pay-per-view comme ça. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir un show de catch, même quand je suis très critique comme ça, c'est normal, j'adore voir du catch, même si c'est mauvais, mais j'espère ne plus jamais en revoir. Et mon dieu, l'année 2007, qu'est-ce qu'elle est mauvaise, à part Backlash et Cyber Sunday pour les pay-per-view mineurs et WrestleMania pour les pay-per-view majeurs, c'est le seul aussi que j'ai analysé pour 2007, et le reste est vraiment, la plupart est à oublier et c'est franchement dommage, parce qu'on se dit, on dit, oui, avant c'était mieux, non, 2014-2015, ce sont de très très bonnes années comparées à 2007. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc tout bientôt pour la suite de la chaîne. Concernant les Over the Results, je ne sais pas si celui-là sera fait avant ou après Money in the Bank, ou avant ou après Battleground. Je pense entre Money in the Bank et Battleground. Et si c'est le cas, on se retrouvera le mois prochain, donc au mois d'août, pour SummerSlam 2006. Pourquoi ? Parce que ça arrivera le 3 août, donc je sais que ce ne sera pas un samedi je crois. Pourquoi je fais ça? Parce que le 3 août ce sera officiel, ce sera pile mes 10 ans en tant que fan. Donc et vu qu'on premier pay-per-view que j'ai en guillemets suivi les résultats mais pas le pay-per-view en lui-même, c'était SummerSlam 2006 que j'ai suivi en premier. Donc c'est un juste retour des choses de le faire 10 ans après et ce serait un honneur de faire l'analyse. Voilà. Encore une fois merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.